Dans ma vie, les choses ont toujours été plus faciles à l'oral qu'à l'écrit. Ok. Et donc, j'ai été orienté, comme qui dirait, naturellement dans cette voie. Je me suis lancé dans la faculté de droit. Alors, j'hésitais avec médecine et ainsi de suite. Mon père m'a un peu dégoûté de la voie. Et au départ, la réflexion juridique m'a énormément plu. Et l'idée aussi de devoir s'exprimer afin de défendre des vies ou d'autres personnes, c'était aussi quelque chose qui m'intéressait. La chance que j'ai eue, c'est que dans le cadre universitaire, on a accès au monde associatif. Et par le biais associatif, j'ai fondé le Club Genevois de débat. Et là, j'ai eu la possibilité de débattre. Quand vous venez chez nous, c'est bienveillance. Ouais. C'est folie un petit peu parce qu'on sort de soi, on défend des points de vue qui ne sont pas les nôtres, et aussi c'est persévérance. Il y a un phénomène lié à la survie profondément, à cause de la sécrétion de cortisol qui est générée par la première fois que vous passez, donc c'est l'hormone du stress, votre corps à l'association, il se dit « Oh mais en fait je suis en danger de mort ». Mais la première des peurs mentionnées de façon générale, avant de dire peur de mourir ou de quoi que ce soit, c'est peur de parler en public. Ce que j'ai pu constater, c'est que quand on a une méthode, en fait on va beaucoup plus vite. Hello à tous, bienvenue dans Focus Business. Aujourd'hui, on va parler art oratoire avec Dino. Donc, pour éviter de bégayer, pour éviter de se mettre la pression en public, on sait ce que c'est le pitch pour les entrepreneurs. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et aussi de vous abonner pour donner de la force à la chaîne. Hello Dino, comment ça va? Bonjour, oui, ça va trop bien. Oui, je suis bienvenu chez toi. Non, c'est pas grave. D'accord, on continue. Comment ça va Dino? Ça va bien, je te remercie, super. Alors, explique-nous un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à ce domaine d'activité, donc l'art oratoire. Donc, on va échanger un petit peu. Quel est le parcours qu'on suit pour arriver à cette activité-là? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu très jeune dans ton existence humaine ou comment ça s'est passé? Explique-nous un petit peu. Resitue-nous comment tu es arrivé à prodiguer l'art oratoire auprès des entrepreneurs. En général, même? Absolument. Ouais, en général, je suis ouvert à beaucoup de classes de population. Okay. Et dans ce contexte, c'est assez simple au final. C'est que dans ma vie, les choses ont toujours été plus faciles à l'oral qu'à l'écrit. Et donc, j'ai été orienté, comme qui dirait, naturellement dans cette voie. Pour qu'au final, je me rends compte déjà au collège, par exemple, que lorsqu'il y avait une présentation à faire pour remonter sa moyenne catastrophique, et qu'il s'agissait d'un poème ou quoi que ce soit, je saisissais l'occasion, ça marchait très bien et j'avançais. Tu avais remarqué que tu étais plus fort à l'oral qu'à l'écrit, quoi. Donc, tu usais et utilisais ce subterfuge pour remonter tes moyennes. 100%. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une école, il y a quelque chose de particulier dans ce domaine d'activité? Absolument. Ouais. Alors, je me suis lancé dans la faculté de droit. Alors, j'hésitais avec médecine et ainsi de suite. Mon père m'a un peu dégoûté de la voie médicale parce qu'il en sort lui-même. D'accord. Et dans ce contexte, ce qui est assez bien avec le droit, c'est que ça mène un peu à tout. Ouais. Et au départ, la réflexion juridique m'a énormément plu. Et l'idée aussi de devoir s'exprimer afin de défendre des vies ou d'autres personnes, c'était aussi quelque chose qui m'intéressait. Ok, donc quelque chose qui était aligné pour toi en termes humains et en termes de travail, quoi. Exactement, il y avait quelque chose de là. Donc, tu fais tes études de droit. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu as ton certificat, enfin ta certification Oui, j'ai le bachelor en droit, le master, après j'ai le doctorat. Et puis j'avais entamé la voie juridique en tant que telle, de l'avocature, pour pratiquer le droit. Et là, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout pour moi. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclic, il y a eu une rencontre? Il y a eu un côté très guerrier. Ok. Et c'est-à-dire que je ne le suis pas du tout en soi. Je suis plutôt poétique, moi, dans la manière d'aborder la vie. Et je dirais que j'aime la vie. Et donc, je fais en sorte que les gens puissent aussi l'aimer autour de moi. Et je trouve que quand on est avocat, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est des gens qui pratiquent un métier qui est extrêmement difficile. Dans la mesure où, en fait, ils sont quelque part l'écrin des complaintes des gens qui viennent les voir. Et ils sont soumis à ce qu'on appelle le secret professionnel. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de parler à personne de ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient. Alors, ils peuvent le faire, mais de manière un petit peu plus édulcorée, en cachant les noms, tout ce qui va pour préserver l'anonymat des gens, qui est essentiel. Et en même temps, ils sont souvent ceux justement qui prennent toute cette douleur, toute cette souffrance, et on vient vers eux avec ça. C'est ça. Alors que moi, en enseignant l'art oratoire, en dispensant des cours de rhétorique, je fais quoi? Je suis au contact des rêves des individus. D'accord. Et en étant au contact des rêves, j'ai la possibilité de les réaliser à travers leur voix. Pour qu'ils la trouvent, cette voix justement qu'ils cherchent et qui peuvent arpenter au fur et à mesure de leur vie. Donc tu as remarqué la différence entre le fait de plaider, comme on dit, et le fait de
de prodiguer l'art oratoire, quoi. Exactement. OK. Donc, c'est vraiment une mission. Et effectivement, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai qu'il y a une certaine charge mentale au niveau des avocats qui reçoivent des gens qui ont peut-être fait des méfaits, commis des délits, ont sans doute des parcours de vie aussi compliqués. Et c'est vrai que tu peux pas forcément en parler. Alors, je pense qu'il y a un système de psychiatre ou il y a des soutiens psychologiques pour l'avocat, justement, à l'interne. Grande question, et ça serait à développer. Ouais. Parce que c'est justement quelque chose qu'on garde souvent pour soi, comme les médecins. Ouais, c'est ils ça. sont en contact continuel de problèmes. On met des cellules de crise, on pourrait les appeler comme ça, ou d'accompagnement psychologique. Mais moi, de ce que je perçois, c'est que c'est pas très utilisé. Ok. Bon, ça serait un sujet intéressant à Ouais. développer. Donc, tu as remarqué ça, tu t'es senti plus dans l'art oratoire du fait de la poésie, du fait du positionnement vis-à-vis de l'autre, c'est ça? Ouais, je pense qu'il y a de ça. Il y a de ça aussi. Et alors du coup, quand tu as ce déclic-là, tu te dis, bon, moi, je suis pas un guerrier pour reprendre ta terminologie, mais je suis plutôt un poète, on va dire comme ça. Qu'est-ce qui se passe alors? Tu dois entrevoir d'autres études ou tu te formes, je sais pas, sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou... Comment tu procèdes? Alors, en soi, la chance que j'ai eue, c'est que dans le cadre universitaire, on a accès au monde associatif. Ouais. Et on y est incité. Et par le biais associatif, j'ai fondé le Club Genevois de débat dès que je suis arrivé à l'université. Et là, j'ai eu la possibilité de débattre. Donc, il y a une forme de combat, malgré tout, dans le débat, mais qui est déjà beaucoup plus atténuée, parce que l'objectif véritable, c'est de permettre à l'autre, comme le disait l'un des présidents qui ensuite a succédé au comité... qui ont existé dans le cadre du club, parce que maintenant, ça fait 15 ans qu'il existe. Okay. Il disait, vous venez au club pas pour convaincre l'autre ou le persuader, vous venez pour donner une chance aux autres de vous convaincre et de vous persuader. Et c'est en fait une ouverture sur le monde. Ouais. Et vous avez des sujets qui vous sont donnés au hasard, avec des positions au hasard. Et donc, au final, vous pouvez vous retrouver avec quelque chose que vous ne voulez pas débattre, dans la position que vous n'aimez pas relativement au sujet, et il faut faire preuve de créativité. Okay. Et ça, c'est super important. Et ça, c'est ce que j'aime profondément. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement ce process? Parce qu'on va rentrer dans le dur directement, dans l'art oratoire. Comment tu mets ce process en place Parce que je dirais c'est un peu contre-intuitif. On se dit un débat, c'est pour avoir raison sur l'autre et non pas pour laisser l'autre nous convertir à une autre forme de réflexion. Donc, quels sont un peu comment ça se passe chimiquement et mentalement? Enfin, qu'est-ce qu'il y a à entrevoir là-dedans? C'est assez intéressant justement parce que quand vous arrivez dans le cadre d'un débat, et en tout cas après c'est aussi la façon dont nous on a de le gérer dans le cadre de notre association. D'accord. C'est-à-dire qu'on a toujours pensé cet asso sous forme de famille. D'accord. Quand vous venez chez nous, c'est bienveillance, c'est folie un petit peu parce qu'on sort de soi, on défend des points de vue qui ne sont pas les nôtres, et aussi c'est persévérance. D'accord. Et donc ces trois éléments-là font que vous allez être accueillis dans ce cadre. Puis, vous allez avoir des sujets divers et variés à débattre. Et souvent, vous n'aimez pas le sujet. Combien de fois ça m'est arrivé de me dire « Ah, mais je suis venu pour rien. Le sujet est complètement nul. » Et à force de vous mettre dans cette position particulière, celle de devoir passer devant un groupe entier, une salle de 10 à 40 personnes, dépendamment des semaines, pour défendre un sujet où vous avez eu 15 minutes pour vous préparer, je vous garantis que se déroule ou s'exprime un phénomène très particulier dans votre esprit. Lequel? C'est-à-dire que là, votre ego, il est mis en jeu. Oui. Et là, votre intelligence, elle s'active pour protéger votre ego. Oui. Et vous dites, oh, mais je sais pas quoi dire. Et là, il y a une idée. Là, il y en a une autre. Et surtout que vous êtes en groupe. Vous êtes avec des gens que vous connaissez pas. Donc, vous faites connaissance au travers d'un sujet que vous ne connaissez pas. Échanger justement. Pendant 15 minutes, chacun va avoir un rôle, premier, deuxième, troisième, dans le cadre du débat à passer. Et là, on développe un argument et on a 15 minutes pour le préparer. Ensuite, on a 3 minutes pour passer. OK. Et de semaine en semaine, ce qui se passe, c'est que des fois, vous êtes, et il faut vous préparer, pathétique. Parce que vous vous rencontrez vous-même, vous ne connaissez pas le sujet, vous n'avez aucune idée de la chose. Et donc, vous n'êtes pas très informé. Et au final, vous passez, et c'est dur. Vous faites rouster éventuellement par l'équipe adverse, mais toujours sincèrement avec beaucoup de bienveillance. Ok, d'accord. Et se passe quoi ensuite? C'est que là, vous dites, j'ai plus envie de revivre cette sensation désagréable. Et là, votre cerveau s'active en réalité. Et vous devenez proactif dans votre vie. En fait, tout ce que vous entendez, vous le mémorisez beaucoup mieux. Parce que vous vous dites, la semaine prochaine, je vais peut-être débattre de ce sujet. Parce qu'on ne sait pas ce qui va tomber. Et tout rentre, et rien ne ressort, en fait. Ou peu, ou beaucoup moins. Et ça fait que vous devenez une personne qui se cultive sans s'en rendre compte, parce que vous allez aller au front chaque semaine. Et ça, c'est ce que je pratique depuis 14 ans maintenant. En fait. Ok, super intéressant. Donc, en fait, le fait, je prône aussi la récurrence dans tout ce qu'on met en place dans sa vie. Donc, que ça soit pour l'art oratoire ou ses business ou autre, c'est vrai que la récurrence, à terme, paye, comme on dit, un peu l'effet cumulé. Absolument. Donc là, c'est ce que tu remarques, c'est qu'au bout d'un moment, l'humain, enfin le cerveau, pour pas se prendre des roustes, entre guillemets, ou se passer pour quelqu'un qui veut pas
qui veut pas être. Exactement. Emmagasine du contenu, emmagasine de la valeur du fait de différentes interactions qui se passent dans ces hémicycles ou autres, et pour justement pallier au fait d'un jour de retomber sur ce sujet-là, quoi. Super intéressant. Absolument. Et ça, tu as remarqué, alors que c'est un peu chimique, hein, on peut dire, il y a Je pense un truc chimique qui se passe, tu penses? Il y a un phénomène lié à la survie, profondément, à cause de la sécrétion de cortisol qui est générée par la première fois que vous passez, donc c'est l'hormone du stress, votre corps à l'association, il se dit « Oh, mais en fait, je suis en danger de mort ». Parce que c'est littéralement la sensation qu'on a quand on parle en public. Et c'est assez drôle, mais la première des peurs mentionnées de façon générale, avant de dire peur de mourir ou de quoi que ce soit, c'est peur de parler en public. C'est ça qui ressort continuellement. Et ça tend à augmenter avec la prolifération des réseaux sociaux. Parce que les gens deviennent de plus en plus passifs à regarder des écrans, échangent de moins en moins avec l'individu. Donc quand vous les plongez dans ces configuration un peu particulière où il y a énormément d'individus autour d'eux. Déjà, en fait, 4 ou 5, c'est beaucoup aujourd'hui parce qu'on n'est pas habitué à ça. Non. Alors, imaginez 40. Et là, vous avez à défendre un sujet ou débattre de quelque chose que vous ne connaissez pas. Là, tous les signaux sont verts pour que ça parte et que vous vous enflammiez. Et ça, en fait, c'est un danger où votre corps, il doit s'activer. Et moi, je trouve que c'est la plus belle des violences qu'on fait subir à un corps. C'est de se mettre dans cette posture régulièrement afin d'avoir toujours cette piqûre de rappel. Je suis vivant, déjà. Je ne meurs pas si j'échoue, et je peux recommencer. Et en fait, je reviens, et je reviens. Et au fur et à mesure, le truc qui est fou, c'est que je m'améliore, en fait. Et il y a des soirs où on est un virtuose, alors que même le sujet, on s'y attendait pas. Et d'autres, on aime le sujet, on le connaît, et on est nul. Ça va dépendre de plein de facteurs différents qu'il faut réussir à aligner. Puis au bout de 14 ans, j'ai réussi à avoir ma petite recette qui me correspond, et je la partage. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que j'ai mis 14 ans à développer certaines de ces facultés, au travers de l'enseignement même universitaire auquel j'ai pu m'adonner moi-même. Ok, tu l'as enseigné donc exactement à Genève? Absolument, dans la faculté de droit. Et puis aussi, je suis allé dans d'autres universités à Neuchâtel, des choses comme ça, pour enseigner le droit aussi, à proprement parler. D'accord. Et dans ce contexte, ce que j'ai pu constater, c'est que quand on a une méthode, en fait, on va beaucoup plus vite. Et c'est ça aujourd'hui que je propose aux gens qui ont envie d'avancer sur ce chemin, qui peut être terrifiant pour certains, et d'y aller avec une méthode qui est adaptée à eux et surtout qui leur permet d'aller plus vite. Donc c'est quelque chose d'un peu sur mesure que tu proposes quand même? Souvent. Quand c'est en individuel, c'est 100% sur mesure. Okay. Donc là, tu as remarqué que dans ce cadre justement des débats que vous avez organisés à l'Université de Genève, tu as pu développer justement une certaine technique. Tu vas passer des étapes, donc de nouveau, très important la récurrence, quoi. Je veux dire, la discipline, de ne pas se dire « Ah, j'ai pris une baffe ce soir, donc j'y retourne pas ». Exactement. La résilience, donc ça amène la résilience, tous des mots en hanse qu'on connaît dans l'entrepreneuriat, dans la vie en général. Et comment tu as adapté ça, en fait, donc ta technique, comment tu l'as adaptée au milieu de l'entrepreneuriat un petit peu? Alors, c'est assez intéressant parce que dans le cadre... Je me permets juste un petit big out. Le club Genevois de débat, chaque mardi soir... On mettra, de toute façon, on mettra en commentaire, dans la description de la vidéo, on mettra le lien pour puissiez, parce qu'on peut y assister ou y participer. On peut y assister, y participer, on peut avoir tous les rôles, on peut même entrer au comité si on le désire. En fait, on peut vraiment s'investir autant qu'on le souhaite. Ok, donc tous les mardis soirs. Absolument. 19h. À 18h30, ça commence. 18h15 même, venez, c'est mieux. Et puis, il y en a quoi jusqu'à 21h? Jusqu'à 20h30. Et après, on se retrouve autour d'un verre. Et là, les débats continuent. Mais souvent, attention, ils peuvent se transformer en débat. Alors ça ne me regarde plus. Parce que là, l'oratoire rapproche les gens beaucoup. Et c'est super rigolo à vivre. C'est une famille, je vous le dis. C'est une famille. Absolument. Ok, donc du coup, tu as, au bout de ces 14 années d'expérience et d'expertise, monté un programme, une formation pour justement... Absolument. Que les gens passent le cap de parler en public le plus sincèrement possible, le plus humainement possible peut-être. Absolument. Est-ce que tu prônes le parcours étudiant est beaucoup basé sur la prise du par cœur. Alors on sait pourquoi on ne va pas développer, pourquoi on apprend par cœur à l'école. On sait que c'est pour plus ou moins former des employés et pas forcément des gens qui décident ou qui entreprennent. Ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais je pense que c'est une réalité. Et du coup, comment toi, tu as justement mis tout ça en place pour que les entrepreneurs puissent être adaptés aussi à leur propre vie intérieure, comme j'aime à la nommer. Parce qu'on a des profils psychologiques différents. Et dans ce contexte, on a une forme d'affinité différente en fonction aussi du médium par lequel on veut passer. Il y a ceux qui croient en la perfection des textes. Il y a les autres qui croient en la beauté de la mémoire. Et il y a ceux qui croient en la supériorité par moment de l'improvisation. Et chacun a sa famille d'une certaine manière. Et j'aime à penser que l'orateur idéal, c'est celui qui maîtrise les trois et qui réussit à les harmoniser et qui finit par avancer de la sorte. Donc tu as déterminé, il y a plus ou moins 3 profils qui existent dans la façon de transmettre par la parole. Absolument. Soit les textes,
soit le côté par cœur, comme tu le nommes, ou aussi improvisation. Exact. Et pour le par cœur, il faut revenir sur un élément pour moi qui me semble aujourd'hui fondamental. C'est que ce que tu as mentionné relativement aux employés, c'est pas tant un apprentissage par cœur dans son sens étymologique, mais c'est un apprentissage par peur. Par peur d'une sanction, par peur d'un jugement. Oui. Alors que l'apprentissage par cœur, c'est celui que moi, je propose volontiers, et c'est celui par lequel on apprend via la passion. Combien de fois ça m'est arrivé d'ouvrir un recueil de poèmes, chose que je fréquente régulièrement, et de temps en temps, je lis un poème et je le trouve nul. Alors, je tourne la page. Puis, j'en trouve un autre, et là, il y a une formule qui va me frapper, mais directement au cœur. Et je sens ma respiration qui devient haletante alors que je suis tout seul. Et c'est la relation au texte à ce moment-là. Et je vais le relire. Et je vais le relire. Et là, ça m'arrive d'avoir des larmes qui commencent à arriver parce que c'est tellement touchant. D'accord. Qu'ensuite, je ferme. Et là, je l'ai appris par cœur. En fait, j'arrive à dire le poème. J'arrive à l'interpréter dans mon lit tout seul, alors que je l'ai lu 15, 60 fois à force parce que j'aimais tellement le texte et je repassais dessus. Et là, pas dans le but de le répéter. C'est dans le but d'aimer. Et qui reste en moi parce que je le voulais comme un talisman. Et ça, c'est une chance quand on a des proverbes, des textes importants. En fait, en fonction du lieu, du moment dans lequel vous le dites, il y a une toute autre interprétation et un nouveau regard que vous avez dessus. Et combien de fois, moi, j'ai eu besoin d'un poème pour me réconforter. J'étais tout seul, il pleuvait, un arrêt de bus. Peut-être une dame m'avait gentiment éconduit ou alors un contrat n'avait pas réussi à se conclure ou peu importe quoi. Et je suis tout seul et je me répète ce poème et d'un seul coup, il y a une forme de réconfort et des fois, il y a une perle de sagesse qui vous vient parce que vous l'avez avec vous continuellement. Et ça, c'est important. D'accord. Donc, on va dire d'apprendre pour aimer, comme tu l'as dit, et non pas apprendre pour le réciter. Quoi, en fait. Exactement. Et cette façon-là est plus facile de le posséder, c'est ça? Absolument. De ce fait-là, quand on dit apprends ça par cœur pour le répéter le lendemain devant X, ça marche pas. Quoi. Okay. Donc, il y a un rythme, comme je vous l'ai dit, il y a des poèmes. Ce poème-là que je trouvais nul, a priori, je le retrouve 2 ans après, je rouvre, je fais... Mais en fait, je l'avais pas saisi du tout. Mais en fait, il est magnifique. Mais en fait, j'avais besoin d'être dans les bonnes configurations pour y arriver. C'est ça. Et un petit conseil pour ceux qui ont peur d'apprendre par cœur, parce qu'ils disent, mais moi, j'ai pas de mémoire. Alors, on en a tous, déjà, pour commencer. C'est vrai qu'elle a un niveau de vivacité différent en fonction des individus. Et ça, c'est aussi beaucoup une pratique. Maintenant, comment commencer? C'est ça le premier pas, souvent. Prenez un recueil de proverbes avec des phrases courtes. La parole est d'argent et le silence, lui, est d'or. Voilà, ça en fait une. OK. Et l'objectif, maintenant, c'est de s'en souvenir et de réussir à l'utiliser à un moment dans la journée. Puis vous continuez. Et quand vous êtes à l'arrêt de bus tout seul, vous l'ouvrez, puis vous méditez un petit peu celles qui vous viennent. Puis là, d'un seul coup, il y en a une que vous allez lire. Souviens-toi, toi aussi, tu es mortel. Ah, OK. Intéressant, ça, c'est Marc Aurèle. Memento mortis, comme il aimait à dire. Et ça, c'est... Et après, vous allez et vous regardez un petit peu et vous étudiez le proverbe lui-même. Et lui, il demandait à un esclave, il le payait carrément, d'être tout le temps avec lui, à ses côtés, et lui répétait continuellement Memento mortis, Marc Aurelius. Pour qu'à chaque fois qu'ils prennent une décision, ils se souviennent que c'est un être humain et que ce n'est pas un dieu. Parce que quand on est empereur, on peut souvent se prendre pour ça. Et l'idée, c'est la même chose. Quand vous êtes un entrepreneur qui réussit, à qui tout sourit, vous vous dites, mais toutes les décisions que je vais prendre sont bonnes, ça va bien, j'ai le vent en poupe, allez, ça marche. Memento mortis entrepreneurus. Parce que vous aussi, vous aurez à prendre des décisions qui peuvent avoir une conséquence grave sur vos vies. OK. Donc, partir plutôt pour... mémoriser plus facilement, ça serait d'un côté ludique en fait. Exact. Commencer petit pour ensuite augmenter. C'est ce que tu prodigues. Exactement. Ok. Et après, quelle est l'étape suivante justement? Une fois que tu as commencé à prendre plaisir à ça, tu as une discipline qui s'est mise en place, alors, on dit qu'au bout d'un certain temps, ton cerveau va faire la demande de se nourrir de cette chose-là, par exemple, d'apprendre des proverbes ou des phrases ou des choses comme ça. Et comment tu peux avancer dans cette expérience-là de manière après à arriver à parler devant une assemblée, quoi, pour justement parler de ton produit, ce qu'on appelle le pitch dans le milieu de l'entrepreneuriat. Le pitch élévateur, ça c'est quand tu fais du networking, ou le pitch quand tu es dans des configurations un peu différentes où tu dois en 30 secondes jouer ta vie. C'est un peu ça, comme on parlait en off. Tu as 30 secondes pour jouer ta vie. Si tu les rates, bon bah voilà, merci, au revoir. Comment tu arrives justement à être le plus à l'aise possible, le plus humain possible peut-être pour ce moment-là, qui est tout sauf quelque chose de naturel, et d'intuitif. Ouais. Absolument, je suis tout à fait d'accord. C'est assez intéressant parce que justement, on aime à dire que la raison pour laquelle prendre la parole fait peur, c'est parce qu'elle suscite cette émotion qu'elle traque. Et le trac, il faut le comprendre d'où il vient, neurologiquement aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes un être humain, vous êtes un animal social, a priori. Parce que seul dans la nature, vous n'êtes rien. Vous n'avez pas de griffes, vous n'avez pas de force, vous n'avez pas de vitesse, vous n'avez pas d'agilité comparé aux autres animaux.
les Usain Bolt, les autres existent. Mais déjà, on n'est pas ça. Mais même eux, comparés à un léopard, c'est pas grand-chose, en fait. Et dans ce contexte, ce qui fait notre force, c'est notre sociabilité. Ouais, la tribu, quoi. Exactement. Et on est des animaux extrêmement puissants quand on est en groupe. Et dans ce contexte, quand vous osez sortir du groupe, vous prenez le risque de ne plus être dans le groupe. Oui. Et pendant très longtemps, votre génome s'est adapté à l'état qu'on va appeler de nature, comme ça, pour simplifier la chose, à vivre en groupe. Et dès que vous sortez du groupe, c'est déjà une énorme prise de risque pour vous. Et quand vous osez vous soumettre à l'évaluation de ce groupe, par le biais, là, en l'occurrence, d'une prise de parole, ou d'un pitch, exactement, là, votre corps, il se dit, je vais mourir, parce que ça se trouve, ils vont me rejeter et je vais finir tout seul. C'est ça. Et donc, quand on est dans des circonstances où notre vie est en jeu, un entrepreneur, c'est un peu ce qu'il peut ressentir en fonction du contrat, de l'enjeu qui est là, présent face à lui. C'est-à-dire que vous avez du monde, vous avez peu de temps pour exister, mais exister bien, et devant plein de gens importants de surcroît pour vous. Il y a tout ce qu'il faut, comme je vous ai dit, pour que vous ayez extrêmement peur. Clairement, Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous déconnecter de vous-même. Et il y a une belle phrase que je tiens avec moi, de Paul Valéry, qui dit « Le naturel n'existe pas, il s'acquiert ». Il s'acquiert justement par le biais de la pratique et du retour à soi continuel dans des configurations compliquées. Typique, vous êtes beau chez vous, vous avez beaucoup d'inspiration, vous réussissez à déblatérer tout ce que vous avez envie de dire, et au final, vous vous retrouvez face à un groupe et il n'y a plus personne. Vos attitudes ont totalement changé. Vous n'êtes plus l'individu que vous souhaitez être. C'est parce que vous n'avez pas pratiqué cet individu dans les circonstances où vous souhaitez l'être. Très bien. C'est bien d'être soi sous la douche. Mais essayez d'être aussi désinhibé, à l'aise et décontracté. En public. Exactement. C'est très difficile. Et c'est à pratiquer, justement. Et donc, c'est là où il va falloir mettre votre connaissance que vous aurez acquise, ou voire accumulée, cultivée au fur et à mesure du temps, peut-être même des années, en action, face au monde. Et c'est pour ça que vous devez débattre devant des gens. C'est bien de savoir plein de choses. Mais l'intelligence, ne l'oubliez pas, c'est le savoir en action. Et c'est ça qu'on veut. Et dans ce contexte, c'est donc la pratique qui va être très importante. Et le pitch, et c'est là où j'ai envie d'être un petit peu dur dans ce genre de circonstances avec ceux qui soumettent ces pauvres entrepreneurs à l'abattoir. À l'abattoir, exact. C'est que c'est des êtres humains, au final, qui ont envie de sortir du salariat et qui ont, par la force des choses et les métiers qu'ils ont eu à pratiquer qui étaient plus ou moins intéressants, soit été très passifs dans leur existence, avec un métier alimentaire pendant une période, soit actifs, parce que les métiers, quand même, étaient intéressants, mais pas au point d'être proactifs. Ça veut dire quoi? Faire le mile supplémentaire, dire au patron, attends, j'ai une idée pour l'entreprise, il faut qu'on change quelque chose, parce que pourquoi aussi? Vous allez arriver avec cette idée, on va vous dire, c'est mon entreprise. Donc, s'il te plaît, si toi, tu as tes idées, tu fais la tienne. Et là, il faut exister, comme je vous l'ai dit, et être soumis à ces vents. Et dans ce contexte, pour rentrer dans cet état de la proactivité, c'est des êtres humains, comme tous les autres, qui vont finir par sortir de ce processus et qui vont être très, très susceptibles de sentir ce trac. Ce trac qui va les déconnecter d'eux-mêmes. Et c'est justement par le biais de discours qu'on va pouvoir penser plus long, plus réfléchi, dans un cadre beaucoup plus sécurisé, que petit à petit, vous allez former de vrais orateurs. Et c'est pas en mettant tout de suite un individu qui vient d'avoir une idée entrepreneuriale devant une tonne de gens importants avec un enjeu extrêmement important. Tout ça, ça va vous gâcher un entrepreneur. C'est pour ça qu'il faut une méthode. Et il faut une méthode appliquée petit à petit pour faire fleurir des individus. Alors oui, c'est vrai, il y en a qui sont nés avec la grâce. Mais même eux, ils ont besoin d'entraînement. Clairement, je pense que donc en gros c'est un principe qui s'applique au tout venant, quoi. Absolument. Entrepreneur, caissier, enfin tous les humains, quoi. Parce que tous ceux qui veulent exister, je dirais. C'est ça, mais pas forcément pour imposer, mais juste pour transmettre aussi des valeurs ou pour exister dans le sens bienveillance, positif, quoi. Je te remercie de mentionner ce mot parce qu'il est important. Il est souvent aussi affublé à la rhétorique. C'est l'art de manipuler les gens. C'est l'idée de manipuler, c'est l'idée de dire des choses qui ne sont pas vraies afin d'obtenir quelque chose. Et ça peut exister. Il ne faut pas le nier. Non, bien sûr. Et en même temps, ce pourquoi moi j'œuvre, c'est la rhétorique que je dis éthique. C'est-à-dire que tout individu a pour objectif d'influencer le cours des événements, qu'on le veuille ou pas. Je vous donne des exemples simples. Quand vous avez rencontré votre dernier encart Tinder, vous avez souri, a priori. Vous êtes même peut-être venu avec des fleurs ou autre chose. Bumble ou je sais pas quoi. Faut en citer 3 là comme. Exact. Ah oui, pardon. Alors, citons encore un autre qui nous viendrait à l'esprit. Bref. Mythique.com. Voilà. Pour les anciens. Exactement. Je sais pas ce qui nous vient. Merci. Et dans cette optique,
en fait, vous êtes déjà en train d'essayer de montrer une belle part de vous et d'influencer l'échange. Quand vous êtes dans un contrat ou dans une négociation d'affaires, vous arrivez, vous serrez une main, vous tenez bien, vous habillez correctement. Tout ça, ça peut être considéré comme une forme de manipulation. Et pour finir, quand vous arrivez à la Migros et que vous ne savez pas où sont les pâtes, que vous arrivez devant ce travailleur qui est là en train de ranger des choses dans les rayons, vous n'arrivez pas en l'insultant. Vous arrivez en disant « Excusez-moi, monsieur, bonjour, je vois que vous êtes occupé, mais peut-être vous sauriez-vous m'indiquer où se trouvent les pâtes ?» Et toujours, vous êtes en train d'utiliser ces méthodes qui sont pas peut-être encore considérées comme de la rhétorique de haute voltige, mais qui ont pour objectif de convaincre ou de persuader une personne de vous donner une information. Et c'est là que vous êtes déjà en train de la pratiquer quotidiennement. Maintenant, la question est de savoir est-ce que vous la pratiquez correctement, déjà, et dans un but qui est peut-être louable. Oui, c'est ce qu'on en fait, en fait. Beaucoup. Manipuler peut être positif comme négatif, mais c'est vraiment... C'est là où on va arriver à un élément qui est important, c'est qu'on s'axe, dans le cadre de la rhétorique, sur 2 strates. Je dis quoi ? L'information pure. Et comment je le dis ? Et souvent, on s'arrête là. Alors qu'il y a une intention qui est extrêmement importante dessous. Si j'étais arrivé ici en colère d'un rendez-vous précédent, et que j'avais envie d'être bienveillant avec toi, il y aurait un relent de cet énervement potentiellement, et une intention de me décharger. Et tu aurais payé quelque chose qui ne te revenait pas du tout, et peut-être même pas à la personne, c'est à moi de faire un travail sur moi-même. Et en amont, cette intention, elle prend sa source dans un autre élément qui est l'estime de soi, l'amour propre qu'on peut développer. Et quand une personne n'en a pas, et c'est souvent ce à quoi on est confronté lorsqu'on va dans le cadre de l'art oratoire, on vient pour châtier son langage, et derrière on se rend compte que c'est une rencontre avec soi-même, que beaucoup évitent. Et beaucoup l'évitent par 3 biais particuliers. D'abord, ils se mentent à eux-mêmes. Moi, je suis pas timide, c'est pas vrai. Ensuite, ils mentent aux autres. Là, je viens de le faire. Mais ils se persuadent intérieurement déjà qu'ils ne le sont pas. Et après, il y a la phase manipulatoire qui va vraiment rentrer en jeu. C'est que je vais te mentir pour faire en sorte que tu me mentes aussi. Et je vais te contrôler sans que tu t'en rendes compte, de façon inconsciente, même peut-être pour moi-même, parce que j'ai pas conscience de ces parts d'ombre encore. Parce que je me suis jamais intéressé à elles. Et là, je vais rentrer dans un processus manipulatoire encore plus insidieux que seulement j'ai besoin de ce contrat ou j'ai besoin de tout ça est inconscient. Tout ça, la plupart du temps l'est parce que les gens n'ont pas eu l'occasion de se pencher là-dessus. Exact. Et on les pousse à être performants. Et donc, ils vont s'intéresser à quoi dire et comment le dire sans du tout s'intéresser à ces 2 strates sous-jacentes. Et ça va faire que la plupart d'entre nous vont être des manipulateurs sans se rendre compte parce qu'ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes et ils ne réussissent pas à être dans une posture neutre, j'ai envie de dire, par rapport à toutes ces émotions qui les assaillissent. Un gros boulot. Et c'est un énorme boulot. Et un orateur a à charge de travailler là-dessus parce qu'il est celui à qui on confie la parole pour le groupe. Il est la parole des gens pendant un instant. Et donc, à ce titre, il doit être à la hauteur. Dans le sens où ne pas utiliser de manipulation à de mauvaises fins, quoi. C'est un peu ça. Exactement. Et créer des opportunités. Donc ça, tu expliques que c'est vraiment une sorte d'introspection à faire, en fait, de comprendre toutes ces valeurs, d'avoir conscientisé tout ça, en fait. 100%. Et ça, ça fait partie de ton métier, de ta mission. Ma vocation, ma mission. Ta vocation sur Terre. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc il y a aussi de la psychologie, alors humaine. Alors, tout à fait. Tu passes par une phase de conscientisation, peut-être de déconstruction même sur certains aspects qui sont assez... J'avais fait justement excuse-moi de t'interrompre, le marketing sur ça. Et on avait un prof qui était justement sur le côté oratoire, qui nous a déconstruit parce qu'à la base, tout le monde doit connaître son produit. Puis en fait, non, c'était pas de connaître son produit, mais ce que veut la personne en face de toi. Donc, ça t'a déconstruit. Et c'est vrai que pendant cette phase de déconstruction qu'il nommait, il y a des gens qui sont partis en larmes, quoi. Parce qu'en fait, ils se sont rendus introspectivement, ils ont rendu compte de plein de choses. Et il avait prévenu comme quoi on va connecter avec votre fort intérieur. Ça peut être désagréable et peut-être même des larmes peuvent sortir, c'est pas grave, personne ne les condamnera, personne ne les jugera. Mais c'est vrai que c'était assez impressionnant, quoi, du moment où on avait fait. Et puis c'était justement pour faire des achats en grande entreprise, tu vois. Ça n'avait rien de psychologique, mais il y avait quand même cette part-là qui était intégrée dans ce cours qui nous prodiguait, justement. Donc toi, tu as aussi ce côté-là où tu dois vraiment te plonger, faire comprendre à la personne qui elle est, pourquoi elle est comme ça, comment elle agit, pour arriver à quelque chose de très maîtrisé, en fait. Quand elle transmet par la parole quelque chose, quoi. On en revient encore à cet élément fondamental par lequel on a commencé, c'est-à-dire le trac. Le trac, c'est rien d'autre que l'appel, selon moi, de la personne à elle-même. Et cette peur, elle s'anime justement parce qu'il y a des parts d'ombre qu'on ne connaît pas et on ne sait pas encore ce qui va s'exprimer. Et c'est là où j'aimerais vous proposer une petite réflexion que j'apprécie beaucoup. C'est-à-dire que le trac, c'est un terme masculin qui ne signifie pas grand-chose a priori. Trac, c'est un mot comme ça. Par contre, si vous le féminisez et vous entendez la
trac. Là, d'un seul coup, ça parle un peu Clairement. plus. Et quand vous prenez un individu qui s'extrait du groupe et que vous voyez en vue d'oiseau une masse de gens et un individu tout seul, on peut se dire que là, il y a une traque qui est en train de s'exprimer face à tout le monde et la personne est pourchassée. Et pourchassée par les autres, par commencer, parce que souvent on se dit ils nous veulent du mal, c'est la première des choses. Alors que si on est honnête avec nous-mêmes, c'est nous qui leur voulons du mal parce qu'on a le trac et puis on leur en veut inconsciemment et donc on projette beaucoup sur les autres. Et dans ce contexte, il faut comprendre aussi qu'il y a une grandeur intérieure, et c'est ça que moi je crois, qui vous traque. Et c'est cette peur qui veut s'exprimer pour qu'elle se transforme. Et c'est là la beauté du trac. C'est que quand vous l'acceptez et que vous dites plus « j'ai le trac », mais que vous dites « je traque ». Je suis celui qui poursuit quelque chose. Et je poursuis quoi ? Un rêve. Et ce rêve, quand vous acceptez de l'incarner véritablement, ben là, il va falloir que vous vous regardiez en face. Et ce travail va générer ce processus introspectif qui, lorsqu'il est mené à bien, plutôt que d'avoir cette sensation très désagréable que de mourir, on se sent vivre. Et là, il y a l'excitation qui prend le dessus. Et là, il y a ce que moi, je vis aujourd'hui encore, à chaque fois qu'on me donne l'occasion, c'est une forme de jouissance quand je parle. Je me dis, mais c'est un bonheur, j'ai envie de recommencer à chaque fois, plutôt que « Oh, je suis content, ça c'est fini, je me rassieds, je veux qu'on parle plus. On est perdu, on ne sait plus qui on est. » C'est là où on veut recommencer à chaque fois et ça devient quelque part assez addictif, c'est vrai. Ouais, parce que je pense que ça sécrète aussi des hormones. L'endorphine, la dopamine, l'ocytocine, ça c'est tout le revers ou la symétrie de cette cortisol, de cette adrénaline qui lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, exact. En fait, vous activez soit une des manettes, soit l'autre. Ouais. Et maintenant, vous choisissez. Ouais. Ok, donc quand tu as goûté aux deux, tu fais vite ton choix, je pense. Je suis tout à fait d'accord. Donc du coup, l'art oratoire, ce n'est pas que d'apprendre un texte par cœur, on est bien d'accord, et de leur transmettre avec des mots techniques, c'est vraiment une introspection, quoi, en fait. Absolument. Pour coordonner tes valeurs, conscientiser tout ça, tes parts d'ombre et tout, les accepter, travailler avec, quoi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de beaucoup plus profond et on comprend pourquoi en 2 semaines, on ne peut pas devenir un orateur exceptionnel, quoi. Je peux vous accompagner sur 1 semaine relativement à un discours très, très, très précis, sauf que réussir à... Et c'est là où je vais vous proposer une réflexion aussi sur différents types d'orateurs. Ouais. Il y a celui que je nomme l'inabouti encore. C'est celui qui va avoir un texte à disposition ou un discours à produire et qui ne le maîtrise pas, alors qu'il pense le maîtriser. Combien de fois j'ai eu des élèves à qui je demande d'apprendre un texte par cœur, et ils le connaissent sur le bout des doigts à la maison. Et ils arrivent devant moi et je leur dis « Vas-y. » mais Dino, je te promets, je l'ai fait il y a 5 minutes. Je le connaissais. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. De nouveau, vous n'avez pas pratiqué l'art oratoire dans les conditions où vous voulez être. Souvenez-vous de Paul Valéry. Le naturel n'existe pas. Il s'acquiert par la pratique dans les lieux et les moments où vous voulez exister. Donc ensuite, quand vous maîtrisez éventuellement cette partie-là, vous devenez ce que moi j'aime appeler robot. C'est-à-dire que vous allez arriver à délivrer le message, sauf que vous n'allez pas du tout prendre en compte ce qui se passe autour de vous. Vous n'allez juste pas être perturbé par ce qui se passe autour de vous. Exact, c'est la vue tunnel. J'y vais. Ça ne marche pas trop. Puis, vous avez la phase que j'aime à appeler d'adaptable. Une personne va tousser, vous allez vous arrêter. Et là, déjà, c'est bien. Vous interagissez et les gens commencent à avoir une forme de charisme s'exprimer à ce moment-là. Waouh, il s'adapte, il est présent. Ok, ça, c'est beau. Et après, il y a la phase suivante. C'est la personne tousse. Et vous avez un trait d'esprit et vous réussissez à rebondir sur ça tout, l'intégrer dans votre discours et là vous faites une sorte de maestria et les gens disent waouh, mais il est tellement à l'aise. En fait, c'est de l'improvisation totale alors que c'est du par cœur, c'est de l'écrit et c'est de l'impro tout en même temps continuellement. Et là vous êtes dans la maestria, la virtuosité de l'oratoire, comme même à l'appeler l'italiano. Et donc ça, vous voyez, c'est ce qu'on aime en principe voir sous nos yeux et s'exprimer. Un être libre qui ose être actif et curieux de ce qui se passe devant lui et qui ose interagir avec son espace. Et ça, est-ce que c'est donné à tout le monde ? Alors, je vous garantis que oui. Vous êtes né avec une chose qu'on appelle une conscience. Et Simone de Beauvoir la décrivait exactement comme je viens de la mentionner maintenant, c'est-à-dire un esprit libre, curieux et actif. Et lorsque vous le laissez s'exprimer et que vous le libérez, de toutes ces chaînes sociales qu'on vous a attachées au fur et à mesure de votre existence, cet être-là s'exprime à nouveau pour votre jouissance la plus totale et celle des autres autour de vous. Et c'est ça qui est tout simplement magnifique dans le cadre de l'art oratoire. Ok.
Donc, ouais, je vois un petit peu le parcours qu'il y a à faire. Effectivement, il faut être volontaire dans ce parcours aussi. Je pense qu'il faut que la personne en face de toi participe. Quoi, je ne peux pas vous forcer. Et c'est- c'est là où vous êtes libre, en fait. Ouais, Si vous ne voulez pas, j'arriverai pas. ok. Et vous n'arriverez pas non plus. Par contre, si vous voulez, vous pouvez même y arriver tout seul. Ouais, Et c'est là où vous avez besoin de quelqu'un, des fois, qui peut juste vous accompagner pour aller déjà un plus vite. ouais, Et il y a aujourd'hui, c'est vrai, quand même beaucoup de contraintes autour de nous, technologiques j'entends, et sociales aussi, dans l'aptitude et la possibilité de réussir à nous exprimer. oui. Et c'est là où c'est pas de trop que d'avoir une personne qui a pu traverser ces choses-là déjà, afin de vous donner quelques tips, astuces, afin que vous puissiez vous en sortir. Et Bien au-delà sûr. d'astuces, de vraies méthodes et de processus. Et est-ce que par le biais justement de ce que tu proposes le mardi à l'université, ça peut être une première approche déjà? Ah oui, C'est quelque chose de fabuleuse. représentatif par rapport à ces différentes étapes, robots, ces Absolument. différentes Bah, étapes, vous allez le pardon. voir. Ouais. Et c'est là où il va falloir que, et je vous le répète, vous fassiez preuve de bienveillance. D'abord envers vous-même, Oui, parce que c'est une épreuve que de s'y rendre. Et il faut vous féliciter rien que d'être présent dans la salle, même si c'est pour pas participer. Et il faudra faire preuve de bienveillance envers les autres. Parce que des fois, vous allez voir, vous allez entendre des gens, mais vous dites, mais pourquoi il parle, lui mais vraiment, il devrait pas. Et vous êtes celui-là dans un mois, peut-être. c'est ça. Et vous étiez celui-là il y a un mois. Et moi, ce que je trouve absolument magnifique, c'est qu'il y a des personnes qui viennent et qui bèguent, qui sont bègues. Ok, cool. Il y en a d'autres Très qui cool. ont d'autres handicaps. Ouais. Alors, c'est cool, oui, Ouais, parce cool dans qu'en le fait, sens ils où s'assument, bah oui, ils osent, et puis ils sont accueillis, ils sont aimés. c'est encore plus. Et c'est beau, en fait. Ouais. Vous voyez des gens qui osent exister. Ouais. Et après, qui gagnent des concours d'art oratoire. Et vous dites, waouh, reconnu par ses pairs en plus. Et c'est là où c'est trop beau. Dans le cadre de l'art oratoire, il n'y a pas trop cette pitié. Un peu, vous savez, aujourd'hui assez moderne. T'es nul, mais c'est bien d'être nul. Ça n'existe pas. Parce que Ok. quand vous le ressentez mal et qu'on vous soumet à ça plusieurs fois, le désintérêt, il est naturel. Ouais. Alors que quand vous réussissez à toucher quelque chose de bien, vous avez un vrai indicateur. En fait, c'est comme les sports de combat. Vous pouvez faire du self-défense en imaginant plein de prises sans jamais avoir été attaqué au couteau. Ou alors, vous allez faire du Muay Thai, vous vous mettez dans un ring et vous prenez un coup de poing et vous dites « Ah ouais, ça fait mal en fait ». Bah, l'art oratoire, quand vous débattez, c'est un peu la même chose. Ok, je vois ce que tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut que vous alliez et que vous essayiez. Puis après, il y a plein d'autres formats plus interactifs où on parle de façon plus ciblée du track. Il y a des formations qui sont aussi prodiguées par le Ouais. club. Il y a plein de choses que vous pouvez. Ok. Au final, un propos, ça se construit de quelle sorte et pourquoi? En fait, pour remontrer à quel point c'est relatif à du développement personnel d'une certaine manière, comme on l'a ouvert jusqu'à Ok. maintenant. Donc un propos, ça se construit comment et pourquoi, c'est ça la Ouais, question? absolument, Ok. absolument. Et dis-nous, comment on construit un propos, pourquoi et comment en fait? Construire tout ça. Merci, c'est une super question parce qu'au final, les gens pensent que on doit juste parler devant des individus et puis tout va bien se passer. Ouais. Alors, la plupart du temps, c'est comme ça qu'on procède et ça se passe bien. Mais il y a des personnes telles que Corax, Aristote, Démosthène, Cicéron, Quintilien, Lysias et j'en passe. Il y en a encore plein d'autres qui ont pensé, qui ont réfléchi justement cette prise de parole. Ouais. Et qui sont arrivés à une conclusion en nous offrant ce qu'ils appellent les 5 piliers de la construction d'un discours, d'un propos, de quoi que ce soit qu'on a à partager avec le monde. Et il y a toujours ces 5 étapes qui s'expriment de façon plus ou moins prononcée, ensemble, pas forcément dans le même ordre, mais elles sont là. Et c'est des piliers. Le premier, c'est ce qu'ils appellent l'inventio. C'est la part de créativité de l'individu. Pour qu'on puisse échanger, il faut qu'on ait des idées. Il faut qu'on se cultive intérieurement. Et c'est là où les proverbes dont on a parlé sont utiles. Ouais. Mais il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. En gros, s'il y a une chose que vous devez être pour être cultivé, c'est être passionné de la vie. C'est tout. Et vous devez cultiver ça en vous. Parce que tout peut être source d'un apprentissage. Oui. Une personne qui traverse la rue peut vous inspirer quelque chose à partager avec un individu. Donc ça, c'est à garder à l'esprit. Puis une fois que vous avez, comme qui dirait, maîtrisé ce pilier-là, on va arriver au pilier de la dispositio. Okay. C'est là où, en fait, on va devenir un être social. D'abord, vous êtes un être créatif, puis cette créativité, vous allez devoir la partager avec le monde. Okay. Parce que vos idées, elles ne sont pas toujours forcément bien perçues par ceux qui vous entourent. Et il faut savoir vous adapter à ce qu'on appelle la disposition de l'esprit de celui qui vous écoute. Il y a des gens qui sont d'accord avec vous, des gens qui ne le sont pas, des gens qui doutent, et il y a plein d'autres configurations. Et il faut que vous sachiez dans quelle configuration se trouve cette personne, pas pour la manipuler, mais loin de là, pour simplement créer en fait un environnement où on peut commencer à discuter, échanger de l'information et considérer l'autre pour ce qu'il est et le respecter. Il a le droit de ne pas être d'accord. Et en même temps, j'ai une façon de lui amener un propos qui va faire en sorte qu'il va réussir à l'entendre. Et peut-être, ça va le faire réfléchir, ou pas. Peut-être qu'il va me faire changer d'avis parce qu'on aura créé la configuration. Et ça, c'est très bien. Une fois que vous avez, comme qui dirait, maîtrisé cette partie-là, vous allez arriver à l'elocutio. C'est la partie où la beauté s'exprime dans le cas de l'art oratoire. C'est là où vous allez apprendre à raffiner votre formule. Okay. Ah, c'est qui ces ragoteurs autour de moi? Ok, ça s'entend.
Qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Ah, la Racine nous parle. Vous voyez, là, on a intégré de la beauté dans une idée qui est la même au final. Ouais. Puis, vous allez amener la mémoire. Comment on apprend et comment on retient? Comment on se cultive pour que cette créativité reste en nous continuellement et pas juste hop, hop. J'ai vu une phrase sur Instagram, trop belle, 2 minutes après, je l'ai oubliée. Comment je fais pour la retenir? Très important. Comme je vous l'ai appris là au départ, cultivez-vous, passionnez-vous, et ça, c'est un des meilleurs marqueurs pour imprimer dans votre être quoi que ce soit. Et pour finir, il y a ce 5e pilier. Il y a l'actio. Et là, il faut vivre, il faut regarder, il faut respirer, il faut se tenir plutôt comme ça, ou plutôt assumer et affirmer. Est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde un peu autre part? Je fais quoi avec mon corps à ce moment-là? Tout ça, c'est important dans le cadre de l'art oratoire. Et c'est important dans le propos que vous avez à partager. Et ça, ce qui est assez intéressant, c'est que là, je vous en ai parlé au travers de l'individu et ce qui devient à travers ses piliers. Mais ça, vous l'intégrez littéralement dans le message que vous êtes en train de produire. Et au final, vous avez produit un message, mais vous vous êtes aussi bonifié en tant qu'individu. Et ça, c'est super important. Et ça, pour moi, c'est le cœur de ce que je pratique dans l'art oratoire. C'est permettre aux gens de s'élever eux-mêmes au travers de ce qui les passionne et partager les messages qui sont venus partager sur cette terre. Ok. Et alors, explique-nous un petit peu quelque chose de très contemporain, les réseaux sociaux. Comment ça met des barrières, comment ça accélère peut-être le fait des rencontres. Bon, ça, je n'y crois pas trop. Mais... C'est juste. Ouais, tu me diras, on a parlé d'applications de rencontres qui sont censées nous aider, mais je ne sais pas si c'est le cas en fait. Mais voilà, comment maintenant qu'on nous a mis ces réseaux sociaux, en plus aussi de l'intelligence artificielle là-dedans, on va sans rester aux réseaux sociaux, qu'est-ce que tu constates par rapport à cet échange humain, à cet échange de propos, de positions, de débats, etc. Qu'est-ce que ça a amené concrètement dans... En fait, il faut comprendre le fonctionnement de ces réseaux sociaux et j'ai eu la chance d'écrire une thèse de doctorat dessus, en droit, pour comprendre justement les processus manipulatoires sous-jacents. Ouais. Et pour rebondir sur Tinder, en l'occurrence, c'est drôle. Tinder veut pas que vous trouviez l'amour. Tinder veut que vous tombiez amoureux de Tinder. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez et qui est important. Parce que dans l'optique où vous trouvez l'amour, vous n'utilisez plus l'application. Alors, il faut que vous reveniez sur l'application. Et donc, vous trouvez tous les moyens et les stratagèmes possibles et imaginables pour vous faire rompre, afin que vous reveniez sur l'application, mais en étant un tout petit peu plus un déchet. Comme ça, c'est un peu plus facile de vous utiliser. Vous comprenez? C'est peut-être l'armoyant. Les mécanismes un petit peu que j'ai pu constater pour cette thèse. Alors, en ce qui concerne Tinder, c'est assez intéressant. Et je vous invite à lire Judith Duportail, L'amour sous algorithme, qui m'a beaucoup renseigné à ce sujet. En fait, vous devez comprendre un truc, c'est que vous swipe right, vous swipe left sur Tinder. Ouais. Et dans ce contexte, il va se passer un truc, c'est quand vous swipez right, vous êtes en train de signifier que cette personne est jolie, ou belle, ou beau, peu importe. Et donc là, vous allez augmenter sa note de désirabilité qui existe dans cette application. Et plus on vous swipe right, plus votre note de désirabilité augmente. Et on appelle ça l'Elo score. Okay. Et donc, quand vous avez un super Elo score, vous allez avoir des gens autour de vous sur l'appli qui ont des bons Elo scores. Et quand vous avez un Elo score très très faible, ça veut dire que vous allez avoir des gens aussi qui ont des Elo scores faibles autour de vous. Et il y avait un humoriste qui disait un truc qui est horrible, mais qui est drôle. C'est quand vous avez que des images de personnes qui ne vous plaisent pas, posez-vous des questions relativement à vous-même. C'est une grosse claque, là. C'est une grosse claque, exact. Ouais. Et en même temps, rassurez-vous, parce que c'est aussi le monde des apparences et de l'illusion. Oui. On aime une photo, on ne vous aime pas vous. Et il y a beaucoup de gens qui cultivent justement ce culte de la personne virtuelle. Oui. Qu'elle n'arrive pas à égaler dans la vraie vie, mais qu'elle réussisse à feinter pendant un instant sur les réseaux. Ouais. Et ça génère des stress post, pendant et pré-traumatiques quand vous l'utilisez, parce que vous êtes continuellement en train de vous auto-analyser et vous êtes en train de vous dire je ne suis pas comme ça, mais je dois paraître comme ça pour être aimé. Voilà. Et ça, c'est le jeu. Vous savez, on montre sa plus belle vie sur les réseaux, mais dans la vraie vie, on sait que c'est pas comme ça. Et quel est l'impact direct sur le cerveau? C'est une dépréciation très personnelle, et c'est là où justement ça emmène à une maladie psychique ou quelque chose comme ça. Ça peut amener jusqu'à ça peut amener un dégoût de soi-même. Qui va générer par moments des automutilations dans les cas les plus graves. Il ne faut pas dire que ça génère ça à chaque fois, c'est pas du tout le Non, mais c'est pour montrer un petit peu factuellement exactement jusqu'où on peut aller, exact. Ouais. Ok, d'accord. Et ça peut être très très grave. Et en fait, on va vous rendre accro à l'utilisation via quoi? Via typique, quand une flamme est créée, en fait, c'est quoi? On vous met dans une interaction sociale à nouveau qui est très difficile en vrai pour votre cerveau. Oui. Quand vous allez parler à une personne que vous ne connaissez pas parce qu'elle vous plaît, là, vous avez le trac. Du même genre de celui que quand vous avez à parler devant des gens. Et dans ce contexte, Tinder a eu un trait de génie. C'est d'enlever cette part de difficulté. Vous êtes chez vous, couché dans votre lit, et vous sélectionnez comme dans un catalogue.
Et au final, vous ne vivez pas le rejet. Et quand, par contre, les choses se passent, ils ont réussi à créer des sons, des couleurs, des images et aussi une animation qui va sécréter un shot de dopamine. Oh, je suis aimé. Oh, ça fait du bien. Ouais, le like, le Exactement. commentaire. Tous ces éléments-là vont participer à vous rendre de plus en plus accro à l'application. Et c'est là où, pour moi, je soupçonne un phénomène qui est très, très grave. C'est-à-dire que, à force de swipe right, en fait, on voit le profil de personnes que vous appréciez. Oui. D'ailleurs, vous pouvez aimer, par exemple, les blonds aux yeux bleus, très, très bien. Après ça, ouais. À force. Et il y a des superpositions d'images qui se font. Ok. Et ça, en fait, on va commencer à avoir un profil parfait pour vous, avec un angle de mâchoire que vous aimez tout particulièrement, un nez que vous aimez. Et là, on a votre profil psychométrique ou de désirabilité absolue d'une certaine manière, si on a un échantillon d'individus assez grand. Ouais. Et là, faut que vous vous rendiez compte que vous êtes un objet de consommation sur Tinder. C'est ça. Et on n'en a pas 1 milliard d'objets de consommation. Donc, au bout d'un moment, je n'ai plus de blond aux yeux bleus à vous proposer. Donc, il va falloir que je vous propose un brun aux yeux bleus. Et comment vous le faire aimer ? Je vais vous faire glisser petit à petit. Et c'est ce qu'on appelle la pente glissante. Donc ça, l'algorithme Tinder est programmé pour gentiment vous offrir de plus en plus... Quand le réservoir de blonds aux yeux bleus est arrivé au bout, on va proposer les bruns aux yeux bleus. Exact. On va le faire glisser, ok. Et ça, c'est grave parce que ça veut dire que votre orientation, votre désir va être manipulé dans un sens ou dans un autre, dans un but commercial. Ouais. Mais pour en revenir, cette fois-ci, à l'art oratoire lui-même. Oui. Parce que, et ça, c'est un truc qui est grave, c'est que de par cette hyper-compétitivité qui va arriver sur les réseaux, c'est-à-dire que vous allez swipe right beaucoup de femmes quand vous êtes un homme, c'est statistiquement le cas, oui. Et en fait, vous allez être rejeté très très souvent. Et parce que les femmes ont beaucoup plus le choix sur les réseaux. Et il y a une violence qui va s'exprimer de par cette frustration qui va être générée. Et cette violence, elle va être générée à l'écrit au travers d'insultes, de harcèlement et de plein d'éléments de ce genre. Ouais. Et au final, c'est ça que va générer comme interaction sociale et oratoire, des fois, si on arrive jusqu'à l'appel ou la rencontre, où, on est en train d'objectiviser la personne, c'est un objet en soi. Et il y a une œuvre d'art absolument magnifique relativement à ça. C'est une personne qui avait pris un poteau en bois, qui avait collé un petit moteur qui tournait, elle avait mis une langue de bœuf. Puis la langue de bœuf swipe right absolument toutes les fois. Et puis on voyait une langue de bœuf, t'as liké. Est-ce que toi tu veux swipe right la langue de bœuf ? Et en fait, c'est pour poser la question aux personnes à quel point vous êtes différent de cette langue de bœuf, vous, quand vous êtes sur ce genre d'application. Et c'est la vraie question qu'on doit se poser. Quelles sont les valeurs qu'on réussit à transmettre ? En fait, c'est qu'une image est souvent construite, comme on l'a expliqué. Oui. Et ça, ce que ça va générer, c'est des faux semblants. Et vous devez être à la hauteur de ces choses-là que vous n'êtes pas. Ouais. Et les réseaux vont inciter à une création un peu schizophrénique, psychologique, d'un individu qui n'est pas lui-même. Ouais. Et c'est le plus difficile. Et aujourd'hui, on voit... Et merci à la nouvelle génération pour ça. Parce que c'est les jeunes qui vivent ça. Ils ont un besoin, ils font appel à une authenticité véritable. Donc si on bafouille aujourd'hui, c'est beaucoup plus rassurant parce qu'on se dit c'est un véritable humain qui est en train de discuter avec nous. Au lieu de tous ces contenus parfaits qui n'ont rien de réel en réalité et qui me font me sentir mal parce que moi je suis pas comme ça. C'est clair. Je pense que je te rejoins sur le constat de la nouvelle génération qui prend des distances par rapport à ces réseaux sociaux, qui est très bien. C'est que le cerveau, sans doute, a compris que c'était néfaste pour lui quotidiennement. Et factuellement, c'est vrai qu'on voit pas mal de choses qui se passent dans la société qui se retranscrivent par rapport à ces réseaux sociaux. Donc des actions qui sont un peu désespérées, des gens qui sont, du fait de cette schizophrénie justement, font des actes qu'on n'arrive pas à interpréter. Mais ouais, je te rejoins sur le fait que la nouvelle génération prend plus de distance, donc c'est pas mal. Par contre, ils intègrent plus facilement aussi l'intelligence artificielle, tu sais, les LLM. De ce que j'ai vu et discuté aussi autour de podcasts, y a une personne qui est venue ici pour parler de l'intelligence artificielle qui a expliqué qu'elle avait des classes de jeunes enfants, donc plus ou moins 700 enfants qu'elle avait par année, et que les parents ne donnaient plus les réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat, je sais pas, Facebook ou TikTok à leurs enfants de 5 à 10 ans, mais leur expliquaient comment travailler interagir avec ChatGPT, tu vois, ou Gemini ou autre, quoi. Donc je trouve assez intéressant aussi cette partie-là, même si ça va sans doute amener d'autres zones sombres à l'humain, quoi. Ok, très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce podcast ? Quelque chose qui te paraît avoir manqué, important ? Ma gratitude de m'avoir invité. C'est super gentil. J'ai passé un super bon moment. Ouais. Et j'encourage toute personne qui a envie d'exister davantage à penser un peu plus l'idée de pratiquer l'art oratoire.
sous quelque contexte que ce soit. Bravo pour toutes les prises de parole. Ouais. En famille, au travail, quand vous êtes dans un amphithéâtre à l'université, ça peut faire très très peur. Mais dites-vous qu'à chaque fois que vous parlez, c'est une victoire que vous avez et qui vous permet d'exister davantage. Et n'ayez pas peur des gens qui ne vous apprécient pas. Ça, c'est pas grave. Et même, dites-leur merci parce qu'ils sont la source de votre viralité. Ils vont casser du sucre sur votre dos et au final, des gens vont s'intéresser à vous et ne vont pas vous trouver aussi mauvais que ce que les personnes ont dit de vous. Et au final, vous allez avoir des nouveaux adhérents, des personnes qui vous ressemblent. Et surtout, et c'est ça le plus important, il y a aussi ceux qui sont comme vous qui vous verront. Et ils se rapprocheront de vous. Et petit à petit, vous créerez votre communauté. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Donc, et comment tu fais pour lutter, si je peux me permettre sur cette question, comment tu fais, parce que tu tombes après un peu dans une bulle de gens qui te ressemblent, et pour sortir de cette un peu monotonie, ou je sais pas, comment tu fais toi? Est-ce que tu as des red flags qui se mettent en place justement en disant, attends, là, tout le monde me dit qu'ils sont d'accord avec moi. Est-ce que c'est quelque chose qui se met en place dans ton cerveau qui se dit, bon, il faut que j'aille chercher un petit peu de challenge, sans que ça soit négatif, de débat, d'adversité. Est-ce que tu arrives des fois à ce point-là de constatation? 100%. Et je rebondis à une phrase de Kafka qui est assez drôle là-dessus. Il dit « Je n'ai pas besoin d'une personne qui bouge la tête quand je bouge la tête, qui change d'avis quand je change d'avis. J'ai assez du nombre pour ça. » Et dans cette optique, ne devenez pas l'ombre des autres. C'est tout à fait juste. Et c'est pour ça que c'est hyper important de décloisonner son environnement et d'oser sortir et de rencontrer des gens qui ne sont pas comme nous. Et le débat, justement, c'est ça qui est super. C'est aller dans des lieux pour débattre, mais débattre sainement, pas de nouveau pour convaincre, mais laisser aux gens l'opportunité de vous offrir des points de vue différents. Et c'est là où vous allez avoir l'occasion de vous cultiver et de changer. Moi, j'ai cette caractéristique, c'est que je ne suis d'aucun groupe et je suis de tous les groupes. C'est-à-dire, je suis invité partout, mais en même temps, on me dit, Dino, il y a quand même nos valeurs. On voit que tu es un peu différent, donc on te permet de venir. Tu es un invité bienvenu. Et en même temps, t'es pas trop des nôtres. Et c'est ce que j'ai vécu toute ma vie. Je m'y suis habitué. Et maintenant, j'aime à dire, plutôt que d'être de nulle part, je suis de partout. Et soyez donc de partout. Très bien. Si tu avais un livre, parce que tu as cité pas mal de références, si tu avais un livre à conseiller à l'audience pour justement aller dans le sens de l'art oratoire, même si tu en as déjà cité un qu'on mettra aussi en description, qu'est-ce que tu proposerais? Un livre que j'ai lu dernièrement et qui m'a beaucoup plu, c'est L'Orateur de Cicéron. C'est un texte qui a été écrit il y a plus de 2000 ans et qui, malgré tout, est extrêmement moderne. Et donc, amusez-vous à côtoyer le génie des hommes. Ok. Merci d'avoir participé à cet échange. Ça fait plaisir. Merci à toi, sincèrement, je me suis beaucoup amusé. Et à bientôt. Ciao. Bye tout le monde.